Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, dimanche 15 octobre 2007, cela fait maintenant 30 ans que le capitaine camarade, président du Faso, Thomas Sankara, nous a quittés. Et depuis 30 ans, l'Afrique continue de pleurer un de ses fils dignes. Il faut lui rendre hommage. Dans l'ombre, il y a toujours des gens qui vont toujours trouver que Sankara est venu au pouvoir par un coup d'État. Donc c'est un putschiste et eux, ils n'acceptent pas les putschistes. C'est bien beau de sortir des vocabulaires qui sont simplement que des répétitions des vocables donnés par l'Occident à chaque fois, et que ceux qui ont l'esprit un peu pas bien personnel, leur appartenant pas donc, sont ceux-là qui récupèrent à satiété les vocables venant d'Occident. Ils sont tellement omnibulés par l'Occident que même sans y vivre, ils pensent et vivent comme les Occidentaux en Afrique. Il y a des gens qui sont en Occident, mais qui ne vivent pas ou qui ne pensent pas surtout comme un occidental. Ils sont encore plus ancrés même au continent africain que ceux-mêmes qui y sont parfois. On se comprend. Sankara a laissé un héritage incompris de beaucoup. Un vrai sankariste qui a pris son temps pour étudier le personnage et sa politique sait ce qu'un sankariste est en réalité. Il y a beaucoup de gens qui font des discours de récupération politique avec son nom. Ils sont les plus nombreux d'ailleurs parmi les sankaristes. Je vois des sankaristes là dire que l'Afrique doit s'unir pour son panafricanisme. Il y a une question qu'il faut que chacun sache pour qu'il puisse apporter une réponse adéquate à la question du sankarisme. Sankara n'a jamais proposé qu'on élimine nos frontières pour en faire un seul pays en Afrique avant de faire face à l'impérialisme. La preuve, il s'est battu contre le Mali par rapport à un problème de frontières, justement, tracé par les colons. Donc, il n'a jamais appelé à éliminer les frontières tracées en 1884 ou 88 pour retracer de nouvelles frontières. Nous étions d'abord en Afrique des royaumes, avec des frontières bien sûr. Et les royaumes se combattaient. Il y en a qui perdaient des territoires, il y en a qui en gagnaient. Quand sont arrivés donc les colons, qui n'ont fait que redéfinir de nouvelles frontières différentes de ce qu'on avait nous-mêmes, parce qu'on a été vaincus dans la guerre. Pendant qu'on se combattait entre nous, ça veut dire qu'on n'était pas amis forcément l'un et l'autre, mais on a reçu une crise extérieure à laquelle on devait faire face en frères. Cela aurait été possible si d'abord l'Africain considérait l'autre Africain comme son frère. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Raison pour laquelle il y a eu beaucoup de trahisons au cours des luttes coloniales, des luttes contre la colonisation. Ensuite sont venus ce qu'on a appelé la période des indépendances avec son lot d'esprit et de mentalité. Mais il y a une chose que chacun doit savoir. Il y avait les colons britanniques, il y avait les colons français, quelques colons portugais, pratiquement pas d'hollandais, pas pratiquement un seul colon espagnol, une colonie. Donc la majorité des colonies étaient anglaises et françaises. Bien. On va essayer de comparer selon le sankarisme, bien sûr, qu'on comprend pourquoi Sankara se battait pour le panafricanisme et que les anglophones parfois sont ceux-là même qui luttent le plus pour le panafricanisme, alors ce serait le contraire. La France n'a jamais accordé d'indépendance à aucun pays africain. Ça, c'est une certitude que je vais démontrer par une simple phrase. S'il est vrai que la France voulait que les pays africains soient indépendants, pourquoi a-t-elle lutté pour que la Guinée tombe après son non au référendum de 1958? Elle aurait dû applaudir la Guinée d'avoir enfin pris sa responsabilité d'une nation indépendante et autonome. Mais la France s'est fâchée. De Gaulle est reparti de Conakry hyper fâché parce qu'on lui a dit non à la création du CFA. Ça veut donc dire que De Gaulle n'est pas venu en Afrique pour donner l'indépendance à quelqu'un. Jamais. Il faut qu'on mette ça dans nos têtes une fois pour toutes. Cela nous permet de comprendre justement la lutte sankariste. Donc Sankara ne se battait même pas pour un panafricanisme d'abord. Il se battait pour qu'on quitte le statut de colonie au statut d'État indépendant autonome. C'est après ça, quand vous êtes autonome et libre chacun, que vous maintenant pouvez parler
frère en frère et donner la main aux frères pour lutter ensemble contre celui qui vous a envahi. On n'est même pas encore indépendant. Donc, on ne peut même pas parler de panafricanisme. Sankara a sorti le concept de panafricanisme pour que, au-delà des conceptions d'idéologie, on reconnaisse qu'on a un seul ennemi commun qui est le colon et qu'ensemble, étant colonisés, étant sous la même domination coloniale, on se lève comme un seul homme pour revendiquer une liberté normalement qu'on doit demander. Qu'on ne doit même pas mendier, mais qu'on doit obtenir par les moyens qu'il faut. Il n'y a même pas de négociation à faire avec la France. Donc, tous les débats qui viennent après sur le franc CFA, sur la dette, sur la politique, la culture, l'économie, ne sont que des débats qui sont faussés même par le concept même d'indépendance. Si tu es vraiment indépendant, pourquoi tu vas aller négocier avec un autre pays sur des accords de monnaie ou des accords militaires? Dites-moi, combien de bases françaises avons-nous en Russie? Combien de bases françaises avons-nous en Corée du Nord? Combien de bases françaises avons-nous en Chine? Il y a combien de soldats militaires français qui sont stationnés en Amérique? Il y a combien de militaires américains stationnés en France? Il y en a combien en Angleterre? Il y en a combien en Russie? Vous voyez? Donc si nous, on n'est pas capable de refuser des bases militaires, on nous les impose, on nous les donne dans des accords qu'on nous fait signer après avoir écrit ces rapports, ça veut dire que nous ne sommes pas indépendants. Donc De Gaulle n'a jamais donné d'indépendance à aucun pays d'Afrique. On a fait des cérémonies en 60 de semi-autonomie sur le plan du choix de l'employé colonial. Je vais dire, la seule chose qu'on a obtenue en 60, c'est que les peuples africains maintenant choisissaient eux-mêmes l'employé colonial qu'ils allaient envoyer à la France pour les représenter. C'est tout. Avant, c'est la France qui nommait l'employé colonial sans passer par la requête du peuple. C'est la seule chose qui a changé en 60. Et quand l'employé qui est choisi ne convient pas à Paris, on le dégage. Et quand le peuple veut s'opposer, eh non, là-bas, si ce qu'il dit est faux, on voit l'histoire de l'Afrique depuis lors. Donc, on n'a jamais été indépendant. Donc, quand je vois un président même célébrer une fête en Afrique, j'ai mal à la tête. En fait, il célèbre la colonisation de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Mali, du Sénégal, ces pays. C'est pour cela qu'ils vont toujours à Paris consulter. C'est le contremaître qui va dans la maison du maître pour consulter si avec les pluies qui viennent, on doit oui nous faire travailler les esclaves. De grâce, nous qui sommes sankaristes, devons comprendre que le sankarisme n'est pas une affaire de supprimer des frontières ou avoir une politique économique commune forcément ou avoir une politique sociale commune. Chaque peuple a ses réalités. Le sankarisme s'inscrit dans ces réalités de chaque pays. Mais la première notion d'un sankariste est l'intégrité personnelle dans le combat qu'il mène. Quel que soit le type de combat que tu as mené pour ta libération, le sankarisme te demande des valeurs. Ce sont ces valeurs-là qu'on doit véhiculer en tant que sankariste et non véhiculer des obligations de choix de chemin politique, social ou économique. Je ne peux pas développer pour la Côte d'Ivoire le même système économique que pour le Burkina. On n'a pas les mêmes réalités. Mais par conséquent, dans le choix économique que je vais faire en Côte d'Ivoire pour mener la Côte d'Ivoire vers sa liberté totale, je dois toujours être sankariste, c'est-à-dire je dois toujours être intègre, indépendant, honnête et amoureux de mon pays. Et défendre l'intérêt public au-delà de l'intérêt personnel. C'est-à-dire un sankariste, sa personne ne compte jamais dans le combat. C'est la masse qui compte. Donc, le sankarisme est toujours prêt à se sacrifier pour que la masse avance. S'il faut que quelqu'un se sacrifie pour que la masse avance, c'est bien sûr un sankariste. Mais je ne vais pas demander à ce que la Côte d'Ivoire et le Burkina forment un seul pays, jamais. Je ne vais pas demander à ce que le Burkina me suive dans mon modèle économique, jamais. Mais je vais demander aux Burkinabés, aux Maliens, aux Sénégalais, s'ils sont sankaristes et qu'ils sont au pouvoir de développer les éléments que j'ai cités, l'intégrité, honnêteté, abnégation, discipline et travail. Un sankariste ne fait pas la gabégie, ne tourne pas de fond. Il ne ment pas au peuple, il ne se ment pas à lui-même. Il connaît ses forces et ses faiblesses, mais il accepte qu'il doit être critiqué dans ce qu'il fait et donc corriger le tir à chaque fois qu'il est en mauvaise posture et non imposer sa décision à la masse. Ça, c'est la dictature. Ça veut donc dire que cet anniversaire-ci est le tournant que moi je pense doivent prendre les sankaristes pour trouver eux-mêmes le chemin qu'il faut pour atteindre le stade de non colonisé. Les sankaristes aujourd'hui doivent se réunir pour permettre à l'Afrique de sortir de son statut de colonisation, de coloniser les pays francophones bien sûr,
Donc un anglophone aujourd'hui n'est pas colonisé. Les anglophones décident de ce qu'ils veulent faire sans aller demander des conseils à la reine-mère ou au premier ministre anglais. Vous-même le remarquez. Quand les présidents anglophones voyagent, ils ne vont pratiquement pas en Angleterre. Remarquez bien les voyages des présidents des pays anglophones, comme le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Nigeria, l'Ouganda. Combien de fois les présidents de ces pays vont en visite officielle en Angleterre? Ils vont là où ils ont des partenaires. Et le plus fort partenaire, ce n'est pas l'Angleterre. C'est bien sûr même la France qui est le plus grand partenaire des pays anglophones, bizarrement. La France investit plus au Nigeria qu'en Côte d'Ivoire. La France a plus de relations commerciales avec le Nigeria que la Côte d'Ivoire. C'est aberrant, mais c'est la vérité. Donc c'est ce que le sankarisme lui regarde et comprend donc que la Côte d'Ivoire n'est pas considérée par la France comme un partenaire économique, mais comme un territoire d'extension de son économie. Et que c'est le Nigeria qui est son partenaire économique. Et raison pour laquelle il investit plus au Nigeria même qu'en Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle le sankariste doit toujours voir les choses sous l'angle différent de ce que voient ceux qui ne sont pas sankaristes. C'est pour cela que je me bats. Pour que chaque Ivoirien, chaque Burkinabé, chaque Malien, chaque Sénégalais, chaque Togolais, chaque Béninois puisse se lever et dire: je suis gouverné par quelqu'un qui sait pourquoi il est mon président. Et non par quelqu'un qui sait pourquoi l'extérieur l'a rendu président. Je suis heureux d'être panafricaniste parce que mon frère qui est au Togo et moi qui suis en Côte d'Ivoire, ou ma soeur qui est au Burkina et mon frère qui est au Mali ou au Sénégal, pour les raisons de dignité, d'intégrité et d'honnêteté, on va dans le même chemin. Et on luttera toujours pour que ceux qui nous dirigent développent et acquièrent ces mêmes qualités. On ne leur demande pas de faire des routes chaque minute, ou chaque heure, ou chaque mois, ou chaque année. On leur demande de répartir de manière honnête et de manière équitable les ressources que le pays vend, dont elle fait sa recette, pour pouvoir donner à chaque citoyen le minimum dont il a besoin pour obtenir une dignité. C'est quand tu es dans la dignité que tu deviens intègre en fait. Et de l'intégrité, tu seras honnête. Et honnête, tu vas aimer ta patrie et la défendre, car c'est elle qui te pourvoit tout ce que tu as. Il faut que les Africains apprennent à savoir que ce qu'ils ont ne vient pas d'un individu, qui est le président ou un ministre, mais ce qu'ils acquièrent vient de la nation. Raison pour laquelle les militaires seront toujours donc prêts, quand ils sont convaincus que ça vient de la nation et non d'un individu, à se battre pour la nation et non à se battre pour des individus. C'est ça le sankarisme. Churchill a dit dans une de ses phrases célèbres: un soldat qui n'a pas reçu une formation politique et idéologique est un criminel à puissance. Il veut dire en fait que si le soldat ne sait pas pourquoi le fusil qu'il a vient de la nation et qu'il pense que ça est donné par un politique, il fera uniquement que des batailles pour satisfaire le camp politique qu'il pense l'a aidé à être militaire. Il devient dangereux. Il devient criminel. En ce moment, tous ceux qui ne pensent pas comme pense son mentor sont pour lui, aux yeux de lui, des potentiels ennemis. Donc, il transforme en ennemis des personnes de son propre sang et transforme en amis des ennemis de son propre pays. C'est ce que Sankara voulait qu'on comprenne par cette métaphore de tout soldat qui n'a pas reçu une formation idéologique ou politique est un criminel en puissance. De vous à moi, de nos jours, avec toutes les guerres civiles qu'on a eues en Afrique francophone, Sankara avait-il raison ou non d'avoir dit ça? On voit tous très bien qu'il avait eu raison de l'avoir dit, car on voit des militaires qui sont pros, ce qui ne devait pas être. Et quand ils disent sont pros, ils vous disent bien que c'est grâce à un tel que je suis militaire. Ils doivent dire, c'est grâce à la nation que je suis militaire et que j'ai tout ce dont j'ai du besoin pour vivre. Alors, c'est à la nation que je dois rendre le devoir et non à un individu. Rendre le devoir à la nation, c'est ça le sankarisme vrai. Rendre le devoir à la nation, c'est ça le panafricanisme vrai. Il va falloir que chacun se lève et dise: j'aime l'Afrique, j'aime les talents d'Afrique et je suis prêt à mettre mon petit argent dans le développement scientifique de l'Afrique. Je vais dire, ceux qui sont à l'extérieur dans la diaspora doivent arrêter de trier les recherches faites par pays. Je pense qu'il est temps aujourd'hui que la diaspora se lève et organise et forme un bureau qui va rentrer en contact avec tous les chercheurs d'Afrique pour que l'Afrique ait une cellule africaine pour la recherche technologique, scientifique, médicale et que la diaspora se cotise, même c'est 1 euro par mois, pour que ce fonds-là serve à développer la médecine traditionnelle,
qui a la meilleure médecine, au-delà de l'école normale qui est l'apprentissage des métiers africains comme le tisserand, comme la manufacture des chaussures en cuir, comme la fabrication avec les morceaux de fer pour les forgerons. Ces domaines sont importants pour l'Afrique. Si nous-mêmes on est capable de faire nos tissages avec le coton d'Afrique et de commencer à porter ces vêtements en Afrique, on va commencer à se développer. Les Anglais ont fait une bataille dure en Inde à cause du coton d'Inde. Et quand Gandhi a dit que chacun file son propre coton pour faire son propre habit à la maison, l'Angleterre a très bien réagi avec violence. Une seule phrase, que chacun apprenne à filer le coton pour en faire son propre habit à la maison. Et donc, ne vont plus porter les vêtements tissés sans les tisser en Angleterre. Ça a été terrible. Ça a provoqué une perte de l'économie en Angleterre et Gandhi est devenu comme leur ennemi. On doit faire pareil en Afrique. Chaque pays doit avoir ses propres tisserands. Que les élèves à l'école apprennent à faire du tissage. Et ils vont nous produire des tisserands modernes. On va donc utiliser nous-mêmes le coton qu'on cultive pour notre propre bien. Le coton n'est pas une culture importée par les Européens. On n'était pas nus quand ils arrivaient, on portait nos boubous. Ça veut donc dire que nous-mêmes déjà, on était des propres consommateurs de notre coton. Pourquoi est-ce qu'on a abandonné ça pour ne plus porter les habits faits en Afrique? Parce qu'on a éliminé le circuit de fabrication des habits faits en Afrique pour incorporer celui que fait en Europe. Il faut qu'on retourne à nos sources. C'est ça le sankarisme. Le retour à la source africaine.